Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué à chaque semaine afin d'aider et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovant, communément appelé SaaS, application web ou application mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partagerons à chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de Dev2CEO, filiale d'OpenMind Technologies. Dev2CEO aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec nul autre que Julien Brault, qui est une sommité dans le développement d'idées technologiques et de financement participatif. Julien Brault est le CEO de Hardbacon. Hardbacon a présentement plus de 232 000 visiteurs uniques par mois, plusieurs dizaines de milliers d'usagers récurrents dans le système. Ils ont complété plus de 4 rondes de financement participatif, dont la dernière sur Crowdfunder, ayant un objectif de 500 000. Ils ont accumulé plus de 700 000 $ dans cette ronde de financement, avec une visée d'aller en bourse dans les prochains trimestres. N'oubliez pas de vous abonner aux alertes de votre plateforme de balado préférée pour être notifié à chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute. Julien Brault de la compagnie Hardbacon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu, Julien? Ça va super bien. Merci pour l'invitation, Jonathan. Écoute, ça fait plaisir, Julien. J'étais bien content de pouvoir t'avoir avec nous dans le podcast aujourd'hui. On s'est croisés dans le passé dans certains événements quand nous, entre autres, on développait l'application Hidden Place. Alors que tu étais, je pense, encore en mode journaliste. Exactement. Le monde est petit ici au Québec. C'était un de nos premiers produits qu'on avait développé, qu'on n'a pas réussi à avoir un modèle économique rentable à travers le temps, mais c'était un bel apprentissage qu'on a eu. Puis on a eu la chance de se parler, de se croiser à quelques reprises avec mon collègue Jonathan Taillefer aussi, là, qui était le mini CEO de ce produit-là. Mais on t'a suivi là, dans les dernières années et quel ride jusqu'à aujourd'hui avec Hardbacon. Je pense que tu as beaucoup à partager avec l'auditoire aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin. C'est vraiment impressionnant là, ce que Julien a passé puis a fait dans les dernières années avec Hardbacon. Mais d'abord, pour l'auditoire, Julien, qu'est-ce que Hardbacon? Hardbacon, en fait, c'est une application de finances personnelles qui aide les gens au niveau du budget, de la planification, du suivi des investissements, puis aussi pour magasiner des produits financiers. Donc ça, c'est le pitch court. Mais en fait, on est un brand qui aide les gens à prendre des décisions financières, puis on le fait via l'application, mais aussi beaucoup via le contenu qui est souvent la porte d'entrée du site puis de l'application. Fantastique. Puis je rappelle le podcast, le nom c'est Pivot, donc il y a eu, je pense, certains pivots également à travers. Ça serait intéressant d'en parler pendant le podcast d'aujourd'hui. Je te pose une question très ouverte pour aller un petit peu plus en détail dans ton histoire là. Parle-nous un petit peu là d'où vient l'idée d'Hardbacon, parle-nous de ton historique, parle-nous comment tu as débuté de ça là jusqu'à s'en venir à aujourd'hui. On t'écoute, Julien. Ouais, j'ai commencé. La première idée, en fait, c'était je voulais lancer une plateforme de courtage en ligne pour donc une plateforme qui permet aux gens d'investir en bourse, un peu comme les Disnat et les Questrade de ce monde, ou les Wealthsimple Trade, qui est probablement le plus récent joueur dans cette industrie-là. Et le constat était que en tant qu'investisseur autonome, j'ai investi dans quelques titres là, puis probablement pas d'une manière optimale, mais je me rendais compte que j'avais beaucoup de mal à comprendre mes rendements parce que tu avais l'effet de devise. Moi, j'investissais beaucoup en technologie parce que c'est un secteur que je connaissais. Et là, je me disais, au début, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait parce que tu sais les cours avaient augmenté, puis là j'avais perdu de l'argent, puis là comment c'est j'avais même pas pensé, tu sais, pour dire à quel point j'étais un investisseur débutant. Et là, je me suis rendu compte OK, c'est les devises. Je pense que j'avais même appelé mon courtier à l'époque pour me plaindre et là il m'a expliqué que c'est les devises, mais après ça, je reviens dans la plateforme, je me dis OK, j'ai peut-être cliqué à mauvaise place, il y avait aucun endroit où je pouvais voir l'effet de la devise sur ma position. Après ça, je me suis dit OK, est-ce que je fais mieux que le marché? Parce qu'ultimement, en tant qu'investisseur boursier, en fait, toutes les questions que je me posais, j'étais pas capable d'avoir la réponse. Effectivement, j'aurais pu faire mes calculs moi-même avec une spreadsheet et des connaissances en gestion de portefeuille que j'avais pas à l'époque. Et je me suis dit, ben en fait, tout ça
c'est des chiffres. On parle on parle pas d'intelligence artificielle, de reconnaissance, de pattern. C'est très, très simple. C'est des calculs qu'un humain peut faire, mais ça peut être automatisé. Donc, mon idée, c'est de dire, ces plateformes-là, en fait, rendent la vie difficile aux investisseurs autonomes et mon idée, puis auquel je crois toujours, c'est que les banques possédant la plupart des courtiers en ligne au Canada, contrairement à d'autres pays où c'est des joueurs indépendants, eux font plus d'argent quand les gens vont dans leur réseau de conseillers. Donc, ils n'ont aucun intérêt à faire évoluer technologiquement ces plateformes-là. Et je me suis dit, je vais développer une meilleure plateforme et tout le monde va venir chez moi. Et c'était la première idée. Ça n'a pas pris, on n'a jamais essayé très, très fort de lancer ça parce que juste en faisant quelques téléphones pour voir c'est quoi les exigences réglementaires et la structure de coût pour lancer un courtier en ligne au Canada, je me suis rendu compte en fait que ça prenait des capitaux gigantesques, que les marges de profit étaient presque inexistantes. Et que ça avait pas vraiment de sens de le faire. Puis d'ailleurs, Wealthsimple Trade a été lancé après que j'ai fait cette petite évaluation-là. Mais la conclusion, en fait, c'est que c'était moins cher d'acheter un joueur existant. Donc, encore une fois, exigence de beaucoup de capital, ce que Wealthsimple a fait, ils ont acheté ShareOwner. Et à ce moment-là, il y avait pas besoin de payer un courtier tiers pour faire son exécution. Il y avait pas besoin d'investir tout l'argent qui est nécessaire pour aller chercher une licence, et il y avait déjà une business qui était rentable. Donc, effectivement, le coût, le coût supplémentaire pour ajouter des utilisateurs, une fois que tu as déjà un courtier, est très, très bas, mais le coût pour lancer un courtier est très, très élevé. Donc, heureusement, j'ai pas investi beaucoup dans ce projet-là. Et rapidement, je me suis dit, plutôt que de lancer une nouvelle plateforme, je vais lancer un logiciel, en fait, qui va se connecter à tous les courtiers. Et qui va venir calculer ces choses-là qui, je pense, qui devraient juste être essentielles puis dans tous les comptes de courtage, mais qui ne sont toujours pas en 2022. Ce qui est arrivé, c'est que les grandes banques, Wealthsimple ne fait aucun calcul, en fait, a moins de données et en fait, on donne absolument rien aux gens, on simplifie en disant acheter, vendre, c'est un peu, on a gamifié le processus. Et là, les grandes banques ont réagi en lançant des applications similaires. Mettons, TD a lancé sa propre application gratuite avec aucune information. Donc, on a fait quasiment de la marche arrière, mais au niveau des frais, c'était positif pour les investisseurs. Donc, ça, c'était la première itération. En tout cas, écoute, je ne veux pas parler pendant une heure. En quelle année, pour situer l'auditoire, c'est en quelle année ça que tu avais cette première itération-là? Donc, la première version de Hardbacon s'était lancée en 2018, compagnie incorporée en 2017. Et au début, c'était une application mobile seulement sur iPhone qui était compatible avec les courtiers en ligne canadiens qui visaient les investisseurs autonomes, donc à peu près 10 à 15% de la population. Et ça, c'était la première itération d'Hardbacon. On s'est vite rendu compte que c'était très difficile de vendre des abonnements, parce que c'est ça l'idée du modèle d'affaires. Puis je pense que t'en connais quelque chose de la difficulté de vendre des abonnements. On dirait que vendre Netflix, c'est une chose, mais vendre d'autres types d'abonnements à des consommateurs, c'est très difficile. Et l'autre enjeu qu'on s'est rendu compte, c'est que je pensais que, tu vois, moi, j'étais un ignorant avant de fonder Hardbacon au niveau de l'investissement, mais j'en savais juste assez pour savoir qu'il y a des choses que je devrais savoir. Et la réalité, c'est que j'étais probablement parmi le 1% des investisseurs autonomes qui en savaient le plus, même si je savais absolument rien. La plupart des investisseurs autonomes, en fait, ne savent pas qu'ils savent rien. Donc, ils en ont pas de problème. En général, font moins que les rendements, donc devraient juste investir dans un FNB et oublier ça et arrêter de perdre leur temps à diminuer leur capital. Mais le savent même pas parce que ont pas de rapport de rendement qui arrivent à comprendre. Et qui sont utilisables, parce qu'en plus les rapports de rendement fournis sont presque impossibles à utiliser pour savoir si on fait mieux que les indices, parce qu'ils sont pas structurés comme ça. Donc je me suis rendu compte qu'en fait notre clientèle cible ne savait pas qu'il y avait un problème. Le problème était là, mais ils savaient pas qu'il y avait le problème, et nos utilisateurs étaient souvent des comptables, des gens quand même assez sophistiqués qui de toute façon avaient moins besoin. Le problème n'était pas si grand que ça, parce que ce monde-là gérait quand même beaucoup mieux que la moyenne leur portefeuille. Fait qu'on a fait un logiciel pour débutants auquel les débutants s'abonnaient pas. Et on avait quelques experts qui trouvaient ça le fun, qui s'abonnaient, mais c'était pas... puis on a essayé plein de tests d'acquisition
via des campagnes Google, Facebook, etc. Et ça coûtait toujours plus cher d'acquérir un utilisateur que ce que l'utilisateur pouvait nous ramener sur sa valeur à vie. Donc, ça n'a jamais fonctionné. le plan de vendre des abonnements avec un logiciel pour les investisseurs. Et c'est un des grands défis de développer son produit technologique, d'être capable d'avoir un lifetime value, donc le dollar que le client nous apporte sur sa durée de vie dans le système, qui est beaucoup plus faible que le coût d'acquisition client. Et souvent, sans développer le système, c'est difficile d'avoir des hypothèses qui sont véridiques. On est souvent plus optimiste que la réalité. Et quand on lance le produit, on se rend compte finalement là, que ça coûte beaucoup plus cher que prévu aller chercher ce client-là versus ce qui nous rapporte. C'est un peu ce qui est arrivé, je pense, dans ce niveau-là. Mais dans notre cas, moi, je pense que le marché est tellement minuscule. Il y avait un marché là pour ce qu'on proposait, mais en fait, l'enjeu, c'était pas la valeur à vie du client, c'était la taille presque inexistante du marché. En fait, il y avait très peu de gens. C'était des gens qui étaient des experts, puis on a fait un logiciel pour des débutants. Fait qu'il y avait déjà une adéquation entre ce qu'on avait fait puis la demande réelle du marché. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y avait quelques milliers de personnes, mais c'est impossible. Quand si tu vises une personne sur 1000, mettons, puis il n'y a aucun moyen de les identifier sur LinkedIn, puis parce qu'en général, quand c'est une personne sur 1000, c'est un produit B2B, puis c'est la vente au téléphone ou par reach out courriel. Dans notre cas, c'est un produit B2C, fait que c'était plus qu'un problème de valeur à vie trop basse, parce que si c'est ça, tu peux trouver des moyens d'augmenter la valeur perçue, etc. Dans notre cas, c'était vraiment une absence de marché du monde Canada. Donc, c'était... Et là, on est en 2018, c'est le deuxième pivot, je comprends bien que vous faites. Jusqu'à date, comment vous financiez ces initiatives-là? Parce que je pense que tu as une belle expérience ou tu as un beau vécu au niveau du financement, entre autres de produits que tu développes là à partager, qui est beaucoup sur le participatif. Est-ce que c'était du love money au départ? Est-ce que c'était... Parle-nous un petit peu de ça. Le premier chèque qu'on a eu, c'était un accélérateur américain. C'était un 20 000 US. Mais sans lequel, probablement, on aurait fermé parce que, je veux dire, moi, je suis même pas développeur. Fait que j'aurais pas pu développer. Fait qu'avec le 20 000 US, ça nous a permis de payer des développeurs pendant quelques mois. Puis c'était pas les meilleurs. Je recommande à personne d'avoir aussi peu d'argent pour payer des développeurs. Mais anyway, donc c'était un accélérateur qui s'appelait Queen City FinTech, basé à Charlotte aux États-Unis. Puis on a appliqué partout. J'ai appliqué à tellement de concours, j'ai jamais rien gagné au Québec, mais au moins j'ai réussi à me faire accepter dans cet accélérateur-là aux États-Unis. Ça, c'était le premier chèque. Après ça, l'argent, on s'entend que 20 000 $, c'est vraiment pas beaucoup. Fait qu'il en restait plus, quelques mois plus tard. À ce moment-là, j'ai perdu mes développeurs, puis j'aurais pu fermer la compagnie. Puis c'est arrivé à plusieurs moments des périodes comme ça, surtout quand tu es au début, puis les choses fonctionnent pas. Quand t'as une preuve que le marché veut de ce que tu fais, puis les revenus qui augmentent, c'est différent. Mais au début, tu as juste comme une idée puis une vision, puis rien qui marche. Et par contre, j'y croyais tellement parce que plus je regardais le marché, j'y croyais. Puis c'était à l'époque, je pensais encore que ça pouvait marcher les abonnements. J'avais la foi, de manière erronée, mais j'avais la foi. Donc, j'ai fait une première ronde de financement participatif en capital. C'était à l'époque, on était limité à 250 000, ce qui est encore une fois pour lancer une compagnie technologique pas un montant assez élevé, mais ça nous a donné quand même du gaz pendant à peu près un an, quelque chose comme ça. Et ça nous a amené un an plus tard, on a continué à essayer de faire des tests pour vendre ça. On a ajouté des fonctionnalités à l'application, notamment le budget, la planification financière, mais on était toujours dans l'idée de notre client puis notre core, c'est l'investissement, c'est ça qui fait que notre application est spéciale. Arrive 2020 et à date, on s'est rendu compte, une chose en regardant nos statistiques, qu'il y avait plus de gens qui utilisaient Arbacon pour le budget qu'il y en avait qui utilisaient la fonctionnalité de suivi puis d'analyse de portefeuille au niveau investissement. Et en plus, une autre chose qu'on faisait à cette époque-là, qu'on a arrêté de faire aujourd'hui, c'est qu'on bidait sur des projets pour faire des projets custom dans notre expertise qui était l'analyse de portefeuille,
donc avec des institutions financières. Puis on n'a jamais eu de contrat. En fait, on a été dans des processus d'appel d'offres puis de pilotes, mais on n'a jamais rien réussi à vendre. Souvent, ce qui arrivait, c'est que l'entreprise disait, ben oui, vous êtes juste, à l'époque, on était même pas, c'était genre 5 personnes. Vous êtes 5, il y a trop de risques. Votre prix est meilleur, la technologie semble meilleure, mais on veut pas prendre de risques parce que vous êtes trop petits. Et 2020 est arrivé, puis je pense que j'aurais déjà dû écouter le marché puis dire ça marche pas, mais des fois on a besoin d'un coup de pied dans le derrière. Fait que ce qui est arrivé en 2020 est intéressant parce que c'était un peu le coup de pied dans le derrière pour vraiment dire ok, les abonnements marchent pas, les banques veulent pas nous donner de contrat, puis en 2020, c'est ça, c'était le début du travail à la maison. Les banques étaient vraiment pas préparées, reconnaissaient pas la signature électronique, là, pour te donner une idée. C'était un concept étranger dans toutes les banques. Je me souviens, les premiers contrats avec des banques que j'ai signés, j'allais en personne signer les 2 copies en papier. Et donc, 2020 est arrivé, tous les cycles de vente se sont interrompus. T'sais, on est en mode urgence. On se reparle peut-être dans 2 mois. Ou peut-être pas, si on est vraiment en mode urgence. Donc, toutes les conversations sont interrompues. Et en plus, j'ai analysé puis les choses, parce que la réalité, c'est que ces conversations-là auraient pu être reparties à peu près 2-3 mois plus tard. Parce que après ça, ils ont géré l'urgence et ensuite se sont rendus compte que les projets d'acquisition de clients en ligne qui étaient sur ce type de projet-là, qu'on pensait que notre technologie pouvait être utile, sont repartis avec plus de budget. Fait que la réalité, c'est que mais la décision, c'est pas prise sur j'arrive pas à rejoindre les banques, c'est prise sur ça fait 1 an qu'on se rend jusqu'à la fin du processus puis on n'obtient pas le contrat et en plus on n'est pas capable de vendre des abonnements pour rentabiliser la société. Fait que c'était comme le coup de pied dans le derrière qui m'a amené à vraiment remettre en question le modèle et c'est là qu'on a changé. On s'est dit ok, ben maintenant RBakin va être une application gratuite, les gens veulent pas payer, les gens ne perçoivent pas le problème au niveau investissement. Comment on va faire de l'argent? Ben, on va vendre des livres. Puis on en avait fait un peu du référencement client, notamment notre premier contrat c'était avec Desjardins où on faisait puis on en fait encore avec aujourd'hui c'est notre pain puis notre beurre d'envoyer des clients, mais c'était avec Desjardins, courtage en ligne qui s'appelait Dicina, je pense à l'époque, où ils nous payaient un montant pour chaque client qui ouvrait un compte de courtage. Puis eux de leur côté faisaient la promotion de RBakin. Donc on s'est dit OK, ben le seul argent qui est rentré dans la caisse de l'entreprise à date, même si on essaie, c'est le référencement client, les abonnements, on le voit que ça n'a pas d'avenir. Donc, essayons pourquoi, plutôt que juste faire du référencement client pour les courtiers, qui est un très petit marché, on va en faire pour les cartes de crédit, les hypothèques, les assurances. On va se mettre à faire beaucoup de contenu sur Internet pour attirer les gens. Et on va aussi bâtir, parce que ça n'existait pas à l'époque, un engin de recommandation qui utilise les données des gens, donc les données bancaires des gens pour faire des recommandations personnalisées. Donc c'est vraiment à ce moment-là, donc les 3 premières années de l'entreprise, ça fonctionnait sur de la foi irrationnelle, qui est selon moi essentielle, parce que si aussitôt que ça fait, tu as du mauvais feedback, t'arrêtes, ben en fait il n'y a pas un entrepreneur qui se rendrait à destination. L'enjeu c'est que c'est très difficile. Puis on a écrit là-dessus sur quand est-ce qu'il faut abandonner un projet. En fait, il n'y a pas de moyens scientifiques, il n'y a pas de recette. Des fois, il faut persister, des fois, il faut abandonner le projet. J'ai l'impression d'avoir probablement persisté. On aurait dû faire ce pivot-là avant, mais je sais pas, mon cerveau avait pas analysé l'information de la même manière. En tout cas, heureusement, on l'a fait en 2020. Et depuis ce temps-là, on a une croissance qui est phénoménale. Donc, ça a été le bon choix. Je me souviens même, mon CTO au début était comme « Ah, tu veux faire du ads, on n'aime pas les ads, pourquoi on a développé toute cette technologie-là? » Fait que c'était controversé, c'était pas tout le monde qui était enthousiaste par rapport au plan de faire du référencement client. Et finalement, ben ça fonctionnait. Puis aujourd'hui, on rejoint chaque mois à peu près plus que 230 000 Canadiens. Puis aussi, au début, on était perçu,
le monde me disait, t'es un ancien journaliste d'affaires, tu sais, t'as comme ta petite communauté au Québec, là, puis c'est pour ça que le monde parle de toi. Mais tu sais, fait que je me suis fait dire ça pendant les premières années. Aujourd'hui, c'est à peu près 67% de nos utilisateurs puis du trafic qui vient du Canada anglais, donc ça ressemble à la population du Canada. Et je suis pas connu. Tu sais, au Québec, il y a du monde qui se souviennent que je suis journaliste, etc., mais à Toronto, tu sais, s'ils me connaissent, c'est parce que je suis le gars d'Arbacon, là, pas l'ancien journaliste. Okay. Vraiment intéressant. Puis je reviens sur quelques points. Puis tu parles le fait que tu étais journaliste, qu'il y a des gens qui voyaient ça du bord, mais c'est parce que tu étais journaliste, que tu as de la couverture. Je pense qu'il faut capitaliser sur nos forces, puis notre expérience, puis nos contacts précédents. Puis je pense que ça a été quelque chose que tu as pu créer une continuité par après. Je pense pas que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui seulement que vous êtes à succès là, puis que ça décolle. Mais faut pas négliger ces points-là quand on lance une idée technologique. On a tous des super pouvoirs cachés dans notre historique. Effectivement. Puis voir comment qu'on peut capitaliser là-dessus puis le mettre de l'avant. Tu as raison, puis c'est clair que j'ai eu plus de couverture de presse. T'sais, c'est sûr que d'avoir travaillé pendant des années dans les médias, puis d'avoir été au congrès des journalistes de la FPJQ à chaque année, ben oui, ça vient avec un réseau de contacts, puis au-delà du réseau de contacts, c'est une compréhension de comment les médias fonctionnent, puis de comment obtenir de la... Fait que oui, on en a eu beaucoup plus. Ça nous a aidé au début, c'est clair, à nous établir, puis effectivement... comme tu le dis, tu sais, si j'avais été développeur, ça m'aurait vraiment facilité la vie aussi. Fait que tu sais, moi j'ai travaillé sur mes forces, je connaissais les médias, je connaissais le contenu, puis j'ai essayé d'utiliser ça à mon avantage. Mais je pense que tout le monde, tu sais, puis quelqu'un qui a fait des ventes pendant des années, ben tu sais, il va connaître des clients, puis ça va être plus facile de closer ses premières ventes, et ainsi de suite là. Vraiment intéressant. Puis dans ton modèle de générer de l'argent, tu sais, souvent les gens vont arriver puis vont dire bon, j'ai une idée, je vais vendre de la pub. Puis là, souvent, il faut dire aux gens, ben, vendre de la pub, il faut que tu aies beaucoup de volume, il faut que tu aies beaucoup de ce qu'on appelle de eyeballs, puis que tu aies du data qui est intéressant. Ce que je trouve pertinent dans ton expérience, c'est que là, ça a été l'inverse. Puis là, vous ramassez à un niveau que vous voyez que présentement, il y a possibilité de créer une plus-value pour le client, de mettre des publicités qui sont intéressantes pour lui, puis de générer un revenu qui est pertinent. Fait que c'est un modèle qui est un peu inversé de ce qu'on voit à l'habitude. Je trouve ça intéressant, la finalité de tout ça. Là. Ben effectivement, parce que oui, tu pourrais dire dans un sens le référencement client, c'est une forme de publicité, mais c'est pas de la publicité traditionnelle dans le sens que nous, on nous paye seulement pour le résultat, donc pas pour le clic, on nous paye vraiment parce que la personne a signé un formulaire d'ouverture de compte ou a fait un premier dépôt dans son compte, ou il y a différentes définitions de c'est quoi un référencement client, mais Facebook et Google qui bien entendu ont beaucoup plus de scale puis de data puis de eyeball comme tu disais, ben ils offrent pas ça. Fait que pour nous c'est vraiment ça sert à rien. Même si on avait 10 fois plus de trafic ou 100 fois plus de trafic, on pourrait jamais gagner puis en se concurrençant ces joueurs-là. Puis en plus, le prix, si mettons, tu vends des bannières, le coût par impression diminue d'année en année. Et donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'avenir. C'était vraiment en disant, c'est quoi? Avant, c'était dans... Tu fais de la publicité à la télévision, puis là, tu priais que peut-être ça va influencer le monde. Là, tu étais capable, avec Google, Facebook, de mesurer, hey, j'ai tant de clics, j'ai tant de... Mais là, la prochaine nous autres, c'est une structure de prix où, parce que même avec Google, tu peux faire des pubs, des campagnes de conversion avec, basées, puis tu as une idée de combien ça te coûte, mettons, par acquisition d'adresse courriel ou par transaction, mettons. Mais ton coût est pas basé sur ça, ton coût est basé sur le nombre d'impressions puis l'algorithme, puis les bits des autres, là, donc c'est basé sur un algorithme. Nous, on vient donner à nos partenaires une espèce de sécurité où ils sont capables de faire des projections, dire ils savent exactement que pour chaque client, ils payent exactement ça, puis ils connaissent à l'interne la valeur à vie de leur client, de quelqu'un qui ouvre un compte. Donc, c'est sûr que ça vient avec un prix. On charge plus cher. C'est normal. Ça devrait coûter plus cher de travailler avec Arbacon que juste faire des campagnes. Il y a des campagnes sur lesquelles ils vont faire qui vont perdre beaucoup d'argent. Il y en a qui vont ça va être plus rentable, mettons, que le canal Arbacon. Mais ce qu'on vient offrir, c'est vraiment un canal qui est différent. Donc, c'est pas les mêmes personnes qui auraient acquis sur Facebook, Google. Et l'autre chose, c'est une espèce de stabilité sur le plan financier, c'est-à-dire qu'ils savent exactement à quoi s'attendre. Puis ça, je pense que c'est important d'offrir quelque chose de différent, surtout quand tu as des joueurs comme ça. Là. Vraiment, puis je trouve ça intéressant, comme tu dis, de faire vraiment la différence entre de la publicité puis du référencement. C'est un bon point que tu apportes. Le référencement est sur le résultat au final, donc il faut vraiment qu'il y ait une valeur perçue et réelle
au bout de la ligne pour l'usager de l'application ou du produit. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que ça apporte de la valeur un peu pour tout le monde, autant pour la personne qui veut payer pour ce référencement-là que l'utilisateur au bout de la ligne. Est-ce que c'est un peu ça qui fait que finalement ta gang a dit oui, on va aller vers ce terrain-là parce qu'ils ont fini par voir qu'il y avait du positif pour tout le monde? Est-ce que c'est ça qui a débloqué les conversations? C'est ça. Au début, il y avait du scepticisme, mais cela dit, tu sais, j'ai utilisé c'était moi le CEO, puis tu sais, je voyais pas vraiment. Puis je pense qu'en voyant les résultats, tu sais, parce que effectivement, si ça avait pas marché, là, je pense qu'il m'aurait regardé de travers en disant, tu sais, on fait du référencement client, tu sais, puis on pourra rien, là, tu sais, mais je pense qu'ils ont vu que, tu sais, on était capable, justement, de mettre le logiciel sur lequel on travaillait très, très fort dans les mains de beaucoup plus de gens qu'avant. Puis je pense que c'est ça qui les a convaincus. Je pense pas que personne, surtout du côté des devs, tu sais, c'est du monde qui sont pas forcément, tu sais, l'aspect commercial, c'est pas l'aspect qui les intéresse le plus. Mais je dirais que, tu sais, ils voient que le logiciel maintenant est utilisé versus avant. Je pense que c'est le plus. Puis l'autre chose que, comme tu l'as mentionné, nous, comme on fait de la comparaison, puis on fait évoluer tous les produits, tu sais, côte à côte, ben c'est important d'avoir tu sais, en fait, quelqu'un peut, comme nous autres, on est en performance, on leur dit toujours, tu sais, il faut que vous offriez quelque chose qui est bon pour l'utilisateur, sinon ça marchera pas. Puis même, tu sais, si on met beaucoup de visibilité sur une offre qui est pas une bonne offre, ça marche pas. Fait que, tu sais, on veut pas le faire parce que le client va pas être content, nous, on va perdre de l'argent. On est vraiment aligné, fait que on est capable aussi de négocier des deals où il offre plus, tu sais, un cadeau, mettons, à l'ouverture de compte. Et donc, c'est payant pour nous, c'est payant pour l'utilisateur, puis l'institution financière va aller chercher des parts de marché. Je pense pas qu'on est, encore une fois, tu sais, je le dis, on n'est pas le plus profitable, mais on est capable d'aider les institutions financières à gagner des parts de marché, puis aller chercher une clientèle qui est plus allumée que la moyenne, c'est-à-dire, tu sais, malheureusement, là encore, le modèle d'affaires est beaucoup basé sur les gens ne vérifient rien puis prennent la première chose qui leur est proposée à la banque. Et en général, cette première chose-là, ben, est beaucoup plus profitable pour la banque, beaucoup moins pour l'utilisateur. Par contre, les gens qui magasinent, les gens qui vont utiliser Arbekin, ben, on peut pas les avoir avec ce type d'offre-là. Fait que s'il y avait pas, tu sais, oui, ils font peut-être un peu moins d'argent, mais de toute façon, si ces gens-là seraient pas chez eux s'ils n'avaient pas fait une offre intéressante, de toute façon. Bien intéressant, Julien. Tu mentionnais de la persistance de tester un modèle d'affaires avant de faire un pivot, puis c'est toujours un dilemme, puis même dans nos produits à nous, chez OpenMind, des fois, on se pose la question, est-ce qu'on était trop loin ou est-ce qu'il reste encore un peu de profondeur à aller faire avant de peut-être faire un pivot? C'est pas évident, c'est une mince ligne qui est invisible, qui est différente dans les yeux d'une personne à l'autre. Est-ce que ça a créé des conversations dans ton équipe? Des fois, justement, là, comme tu disais, on a pivoté pour essayer de changer le modèle de revenu. J'imagine que ça a dû faire des discussions enflammées parce qu'au bout de la ligne, ce qui va décider si on fait un pivot ou pas, c'est souvent l'argent qui reste dans le compte pour signer les chèques de paye. J'imagine que ça a dû faire quelques discussions enflammées vu la quantité de pivots que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, là. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Je te dirais celui qui a vraiment, tu sais, où j'ai senti de la résistance, c'est vraiment celui où on délaissait un peu, parce que il y a encore du monde qui pense que, tu sais, Arbekin est une application de gestion de portefeuille, puis c'est ce qu'on était, mais c'est vraiment ce switch-là parce que ça signifiait, puis on a encore la plupart des fonctionnalités qu'on offrait là, au niveau de l'investissement sont encore là, mais ça venait un peu diluer beaucoup le focus sur ça et parler plus de budget. Puis en fait, on a innové moins. Pour être honnête, on a innové moins en matière de budget. Je pense qu'on a une meilleure application de budget que Mint, mais je pense pas qu'il y ait 20 fois mieux. Malheureusement, j'aimerais ça qu'elle soit 20 fois mieux, mais peut-être 1.4 fois mieux. Donc, je pense qu'il y avait une espèce fait que, il y avait eu de la résistance à ce moment-là. Pour les autres pivots, ça semblait plus naturel
parce que ultimement, on ajoutait des fonctionnalités, mais on regardait le core qui était l'investissement. Puis, en fait, on n'a jamais, au niveau de la mission, en fait, la mission a changé. En général, on dit on change jamais de mission. Puis ensuite, quelqu'un qui est un expert, un consultant sur vision, mission, etc. pourrait me dire c'est pas une mission, mais au début, c'était d'aider les investisseurs à prendre les meilleures décisions financières. Puis on l'a changé pour aider les gens à prendre les meilleures décisions financières. Fait que ça a pas, c'est juste qu'on a élargi. Puis peut-être que dans le fond, quelqu'un dirait, dans le fond, votre mission, ça n'a jamais été d'aider les investisseurs, ça a juste aidé les gens. Fait qu'on n'a pas changé. Mais peu importe, fait que ça peut être un gros pivot, mais effectivement, je pense que l'idée, parce qu'on a toujours, on a bâti une marque en disant, faites vos recherches, des fois les banques proposent des affaires qui sont pas si géniales. Fait qu'au début, on dit, là, tu vas travailler avec toutes, puis aujourd'hui, on travaille avec toutes les banques. Donc, il y a eu une espèce de perception. Est-ce que tu es en train de devenir un vendu? Est-ce que, c'est juste que là, tu es à court, puis tu veux devenir la petite marionnette de l'industrie? Puis je te dirais non, que la clé pour ça, c'était de travailler avec plusieurs joueurs. Puis on a eu du pushback, au début, parce que au début, t'en as pas de partenaire, puis là, t'en signes un, puis là, quand t'amènes un deuxième, là, ils sont comme fâchés. Puis la manière de sécuriser ça, c'est de travailler avec tout le monde. Fait que ça, c'est pourquoi tu travailles avec mon concurrent. C'est comme je travaille avec comme tous les concurrents. Fait que si tu te retires, t'es plus toi qui fais bande à part que mettons, quand t'en as deux, mais là, tu perds comme 50% de tes partenariats. et ça te nuit vraiment présentement. Une institution financière qui se retire, elle vient juste donner les parts de marché que je suis en train de donner à ses concurrents, risque d'être réparti. Même si quelqu'un se retire, on va garder les produits sur Arbekin, puis on va même continuer à les recommander si c'est vraiment le meilleur produit. Mais c'est sûr qu'il y a moins de visibilité, on s'entend, pour des produits sur lesquels on fait pas d'argent. Mais au niveau des recommandations, puis ça, c'est important pour nous. Puis ça aussi, on a eu des débats internes en disant ça marchera jamais. Au début, on n'avait pas de partenariat. Donc, c'était... Puis on a un premier, un deuxième, un troisième. Donc, c'était comme, mais pourquoi on fait des recommandations de produits sur lesquels on fait $0? L'idée, c'est pour que les gens reviennent sur Arbekin puis fassent confiance à Arbekin. Puis aujourd'hui, on fait encore des recommandations. On fait pas une scène, mais l'immense majorité, on fait de l'argent parce qu'on travaille avec tout le monde. Vraiment intéressant. Puis je pense que tu apportes un bon point à ne pas sous-estimer pour ceux qui veulent développer des idées technologiques. Les partenaires avec qui vous travaillez ou vous pensez vous affilier, regardez toujours, est-ce que c'est un oligopole potentiel ou est-ce qu'il y a quelques gros joueurs qui ont le gros bout du bâton dans le marché? Je pense que c'est un petit peu cette dynamique-là au Canada au niveau des banques puis des institutions financières. Tu as 5 banques qui ont à peu près 90% du marché. Ensuite, il y a des credit unions puis d'autres joueurs, là, mais la réalité, c'est qu'il y a 5 banques qui font la plus. Puis si tu vas, mettons, si tu inclus Banque Nationale là-dedans, là, t'es rendu, je sais pas, à 95% du marché, là. Et c'est spécial parce que d'en convaincre une, c'est difficile, mais un coup qu'on en a convaincu une de travailler avec nous, c'est pratiquement la même friction pour la deuxième, parce que la première veut pas que tu travailles avec la deuxième, puis la deuxième veut l'exclusivité sur la première. Je vais pas nommer le nom, mais on a eu une situation comme ça où on a perdu une institution financière parce que l'autre regardait l'autre. En tout cas, c'était vraiment décevant à l'époque. Mais je te dirais, la clé, c'est ça, c'est quand on a plusieurs, puis tu sais, quand tu couvres la majorité du marché, mais là, c'est une dynamique différente, puis ils comprennent quel type de joueur t'es. C'est un peu comme, tu sais, TripAdvisor, c'est comme, pourquoi tu travailles avec un autre hôtel? C'est comme, mon nom, c'est TripAdvisor. C'est comme, c'est ma mission de faire ça. Mais au début, je pense qu'ils comprenaient pas ça. Puis j'avais beaucoup d'offres avec, tu sais, ils voulaient de l'exclusivité. Aujourd'hui, ils ont compris qu'on est quel type de créature. Mais ça n'a pas été évident, là. C'est clair. Puis ces joueurs-là, tu sais, je te dirais que c'est plus facile, probablement, d'évoluer dans une industrie plus fragmentée que ça. Parce que, c'est ça, t'as 5 joueurs qui ont à peu près les clés du château. Je pense que la COVID nous a beaucoup aidé parce que ça a fermé beaucoup de canaux d'acquisition pour les banques. T'sais, si on parle, mettons, de carte de crédit, qui est un de nos gros créneaux, puis en plus, il y a eu la crypto qui a explosé, puis nous autres, on fait beaucoup de référencement pour les plateformes réglementées de crypto au Canada. Fait qu'on a eu plusieurs vents dans le dos, mais si on revient aux cartes de crédit, ils faisaient beaucoup d'acquisitions clients dans les centres d'achat, dans les grands magasins et dans les aéroports, qui étaient non fonctionnels pendant longtemps. Donc, eux, il y avait une grande banque qui font des objectifs, puis ils engagent des gens, puis ils ont des objectifs à atteindre en termes de nombre de cartes de crédit émises puis de prêts émis.
Donc là, il y avait plus les canaux traditionnels, les gens allaient plus en succursale, donc ils ont augmenté énormément les budgets d'acquisition numérique. Donc c'est une situation où c'est ça, ils annonçaient déjà un peu partout, puis il y avait besoin d'augmenter les volumes. Donc il y avait comme pas le choix de prendre des chances sur des nouveaux joueurs. Je pense que j'ai été très autant c'était pas le fun la COVID, puis au début je détestais le télétravail, mais finalement ça nous a beaucoup aidé. C'est une bonne nouvelle au final, là. Il y a une belle vague que vous êtes capable de surfer à l'heure actuelle. Julien, si on regarde ton histoire là, avec Art Bacon froidement depuis le début, tu mentionnerais, tu serais à combien de pivots avec Art Bacon aujourd'hui? Il y en a un, mais tu sais, il y en a un gros qui est celui que j'ai répété 10 fois dans l'entrevue, où on est passé au référencement client clairement. Ensuite, on a essayé justement les ventes de logiciels B2B. C'était pas vraiment un pivot, c'est quelque chose, mais qu'on a mis quand même beaucoup d'efforts et qui a jamais fonctionné. Tu pourrais appeler ça un pivot. Mais je pense qu'il y en a eu un vrai, et les autres, c'est plus, être une startup, c'est que tu essaies plein de choses. Puis là, le nombre de choses qu'on a essayé qui n'ont pas marché est très élevé. La plupart des choses qu'on a essayé n'ont pas marché. Je te dirais un gros puis des centaines de petits. Vraiment intéressant. Parce qu'un pivot, ça inclut que toute l'entreprise change. Fait que je dirais juste un. Ces autres choses-là, c'est des choses qu'on a essayées, mais c'était pas forcément des pivots. C'est des itérations à l'intérieur de l'idée initiale. Tu parlais tantôt d'acharnement ou de persistance. Il y a une mince ligne souvent entre un succès qu'on s'est acharné puis finalement on se fait dire qu'on est un génie, ou tout le monde pense qu'on est fou, finalement on n'a pas réussi. C'est souvent la quantité d'argent qu'il y a dans le compte qui permet de se rendre jusqu'à finalement soit le pivot ou l'itération qui permet là, d'aller capturer le marché puis de rendre ça à succès. Il y a quelque chose que toi, de ton côté, t'as fait pour réussir à garnir les coffres de l'entreprise à plusieurs reprises que peu de gens ont fait au Québec. C'est un peu moins connu, mais nous, de l'extérieur, on te regarde, puis en tout cas, moi, personnellement, je te vois comme une sommité dans ce créneau-là, qui est le financement participatif. Tu étais dans les premiers vraiment à pousser ça, puis tu as eu quand même beaucoup de succès jusqu'à date, pas juste à une fois, là, à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu là d'où vient cette idée-là d'aller chercher du financement participatif? C'est quoi pour le bénéfice de l'auditoire? Puis nous parler un petit peu de ton expérience. Ouais, en fait, je pense que tout le monde connaît Kickstarter. On appelle ça du crowdfunding ou du sociofinancement. Puis essentiellement, c'est la prévente. Donc les gens ils disent je vais faire tel produit, achetez-le à l'avance, puis je vais vous envoyer des remerciements, puis le produit, puis d'autres petites récompenses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au Canada, puis même aux États-Unis, puis dans la plupart des pays de l'Ouest, on peut pas émettre des actions sans avoir un cadre réglementaire, donc soit être une compagnie publique, une compagnie cotée en bourse, ou encore bénéficier d'une exemption qui permet d'obtenir des capitaux, notamment une exemption pour la famille proche. Donc, si c'est pas illégal là, de demander à maman, papa un chèque. Donc, si vous faites ça, ne vous inquiétez pas, c'est légal parce qu'il y a une exemption pour la famille proche. Ce qui est arrivé, c'est que depuis à peu près 2019, ils ont créé une exemption pour permettre le equity crowdfunding pour des startups qui sont de toute évidence trop petites pour aller en bourse, pour permettre de lever de l'argent à d'autres gens qui en fait des gens très riches ou leur famille proche, qui est à peu près le terrain de jeu d'un entrepreneur. Et en passant par une plateforme réglementée comme FrontFunder ou il y a GoTrue au Québec aussi, on peut essentiellement permettre aux gens de contribuer pour un petit montant, ça peut être $500. Même je pense qu'on a fait une de nos rondes, c'était $100. Donc c'était vraiment la barrière à l'entrée était très faible. Et d'acheter des titres financiers, des actions, ou ça peut même être de la dette convertible ou de la dette. En fait, des produits financiers qui, normalement, on peut pas les mettre auprès du grand public. Il faut passer par un courtier, puis que ça passe par soit la bourse ou des institutions financières traditionnelles. Ça fait en sorte que les entrepreneurs peuvent aller pour chercher du financement directement aux gens. Et quand on parle de vendre de la dette ou des actions, l'idée, c'est que si l'entreprise a du succès, éventuellement, elle va se faire racheter, elle va se coter en bourse, ça va verser des dividendes et les gens qui ont investi vont profiter. Ce qui n'est pas le cas avec Kickstarter. Kickstarter, si le projet va bien, ils vont faire le produit et vous l'envoyer par la poste. Et c'est ça votre succès. Donc, c'est pas considéré comme un investissement parce que le gain est fixe. Et tandis que si on parle d'un investissement en équité,
on en profite. Puis si ça marche pas, on perd son argent. Si ça marche, on peut faire plus d'argent. Pour nous, je pense que c'est pas donné à tout le monde, mais comme on avait déjà une audience de gens qui s'intéressaient aux finances personnelles et ultimement au début un petit noyau qui n'était pas très grand, mais de gens qui étaient des investisseurs boursiers, parce que c'est de là qu'on vient, ça nous a permis en fait de reach out, parce que honnêtement, je pense qu'il y a peut-être du monde qui font du equity crowdfunding avec vraiment du friends and family, c'est possible de le faire. Mais moi c'était pas, oui, j'ai quelques amis qui ont investi, puis je sais même pas si j'ai un membre de ma famille qui a investi, je pense pas. On n'est pas riche, mais c'était vraiment du grand public essentiellement, des gens souvent qui étaient dans l'industrie de la finance, parce que un investisseur, il faut qu'il comprenne ce que tu fais. C'est sûr que les gens, mettons, qui étaient en restauration, souvent, ils vont pas comprendre ce qu'on faisait. Les gens, plus t'es proche. Mais ultimement, ça nous a permis de rejoindre beaucoup de gens. Aujourd'hui, on a plus que 1500 actionnaires. Puis le truc qui est cool, c'est qu'on a des gens dans la plupart des institutions financières, pas les PDG, mais les vice-présidents, des gens qui ont des postes intéressants et qui ont vu ça à titre personnel et qui ont décidé d'investir. Il y a pas j'ai jamais fait de signer de contrat avec ces gens-là, parce que sinon ce serait eux se mettraient vraiment dans le trouble. Mais j'ai déjà eu des introductions, j'ai déjà eu des conversations où on m'a expliqué un peu la structure de l'organisation. Donc rien de confidentiel, rien d'illégal ici, mais ça me donne un réseau qui est quand même très très utile pour bâtir le type de business que je voulais bâtir. Ensuite, ça vient avec beaucoup plus d'exigences réglementaires. Fait que je suis pas en train de dire que tout le monde devrait passer par là, mais c'est une source de capital intéressante qui devrait pas être ignorée. Et votre auditoire était ouverte, je pense, un petit peu à entendre parler de ça, puis à participer de ça. Donc, je pense que vous baignez un petit peu dans ce créneau-là, la finance et tout le reste, je pense que c'est intéressant, effectivement. Mais c'est sûr qu'il y avait une adéquation, parce que ce qu'on fait, puis aujourd'hui, notre expertise, oui, c'est les finances personnelles, mais c'est aussi, on est bon pour aller chercher des gens qui veulent des produits financiers. Ultimement, investir dans notre compagnie, c'est un produit financier un peu plus risqué, parce qu'on parle d'investir dans une start-up de 10 employés, mais c'est sûr que nous, on savait comment faire. C'est pour ça que il y a plein d'entrepreneurs qui me contactent parce qu'ils veulent faire ça. La plupart des campagnes échouent, c'est très difficile. Nous, on est un peu spécial parce qu'on a comme l'expertise à l'interne pour aller pour aller trouver des clients pour des courtiers puis ce type de produit-là. Et ce qui est spécial, c'est que vous l'avez pas fait une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais 4 fois à succès. Effectivement. Et la dernière ronde était encore une fois vraiment impressionnante. Puis pour l'auditoire, allez voir un petit peu le fil des événements sur Internet, c'est impressionnant. À chaque fois, la ronde est toujours plus grande. Puis à chaque fois, moi, comme je vous regardais de l'extérieur, je dis, mon Dieu, à un moment donné, ça passera pas dans le cadrage. Puis vraiment impressionnant encore une fois. La dernière ronde, objectif de 500 000. Vous avez ramassé au-delà de 700 000, donc vous avez dépassé votre objectif. C'est vraiment surtout dans un contexte où les marchés, les valorisations des fintechs ont chuté en bourse, les taux d'intérêt montaient. Fait que pour être honnête, j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que c'est la 4e fois qui est la mauvaise, et non, finalement, ça a fonctionné. Les gens ont été au rendez-vous. Mais c'est sûr que j'ai eu, du monde, des investisseurs qui m'ont dit, je réinvestis pas parce que j'ai dû refinancer mon hypothèque, les taux d'intérêt sont plus élevés, le coût des matériaux est je sais pas s'il a doublé, mais en tout cas est plus élevé. C'est sûr que tout le monde est affecté par l'économie, mais ce que je me rends compte, c'est que monsieur, madame, tout le monde est moins maniaco-dépressif par rapport à l'économie que les fonds. Puis c'est pas parce qu'ils sont fous, c'est parce que eux autres, s'ils sont pas capables de lever le prochain fonds, il y a pas de capital à investir, fait qu'ils sont très très dépendants d'investisseurs institutionnels qui font des analyses macroéconomiques puis qui disent on était dans un environnement économique où, en fait, il y avait beaucoup de capitaux, il n'y avait pas vraiment d'opportunité de faire de rendement, fait que tout le monde allait dans l'équité, même si tout le monde savait que les valorisations étaient trop élevées. Mais là, les institutions, ça les a refroidis par rapport au capital de risque. Puis, je sais pas si tu lis les nouvelles, mais on voit qu'il y a des fonds qui arriveront pas à lever leur prochain fonds. Puis, c'est pas forcément de leur faute, c'est à cause de l'environnement externe. Donc, si tu es entrepreneur, même si tu n'es pas dans cette game-là d'allocation d'actifs, tu finis par être affecté de ça. Donc, je me dis, selon moi, en fait, ça aurait été encore pire si on avait dû lever une ronde avec des institutionnels, avec des fonds de capital de risque à ce moment-là. Les investisseurs de détail sont quand même moins affectés par les grandes tendances macroéconomiques.
Effectivement, puis si je me trompe pas, tu me corrigeras, Julien, c'était au printemps passé, la dernière ronde, en pleine tempête boursière, où ce que, Oui. honnêtement, c'était l'hiver, là, c'était au printemps, mais c'était l'hiver au niveau du marché boursier. Fait que vraiment, non, j'ai eu peur. Pour être honnête, tu sais, au début, on a ouvert la ronde, puis tu sais, il y a eu quand même un certain nombre d'investissements dès le début, mais après ça, tu sais, ça a cessé, puis là, je me souviens plus où ça a bloqué, mais on était peut-être à 200 000 sur 500 000, puis il n'y a plus rien qui rentrait. J'ai eu une petite, des petites sueurs froides, mais finalement, ça a fonctionné. Fait que... Comment on se sent, Julien, le jour 0, le jour 1, là, t'es assis devant ton ordinateur, là, puis je clique sur le bouton, on lance la campagne, puis ton objectif, là, est 1,5 million, là. Comment Julien Brault se sentait quand il a pesé sur le bouton? C'était quoi l'émotion qui t'habitait, puis qu'est-ce qui te Parce passait qu'en plus, tu sais, comme c'était la 4e fois, je savais, tu sais, on avait déjà fait on avait un sondage de gens intéressés, tu sais, tout était sous contrôle, mais effectivement, je pense que quand j'ai pesé sur le bouton, comme tu dis, tu sais, les marchés boursiers, il y avait des journées horribles, là, tu sais, où les stocks technologiques perdaient genre du 8% dans une seule journée. Fait que oui, j'étais stressé et je me disais, mais tu sais, en tout cas, je me disais, j'aurais dû la lancer plus tôt, cette ronde-là. Le fameux j'aurais dû. Ouais. Le fameux j'aurais dû. Et ça en va un petit peu de la survie de l'organisation aussi, parce que de lever des fonds comme ça, c'est parce que vous voulez encore plusieurs mois en avant de pouvoir pousser jusqu'à temps d'être capable de décoller au bout de la ligne. Fait que c'est toujours stressant de dire est-ce qu'on va y arriver ou pas, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça pour la suite si jamais ça lève pas à la hauteur qu'on veut, j'imagine. Effectivement, parce que tu sais, on avait un plan pour un plan de croissance, puis on a engagé en conséquence. Ça veut dire que si on levait pas ce capital-là, il aurait fallu faire des mises à pied, puis ces mises à pied-là auraient remis en question notre croissance. Et là, c'était une compagnie, tu sais, c'est une chose d'être une compagnie qui est pas encore profitable, mais c'est une compagnie qui est en diminution. Tu sais, si tu mets la moitié de tes employés dehors, il y a des chances que tes revenus diminuent. Et là, c'est très difficile de dire pourquoi tu as une valeur, tu sais, pourquoi tu as un premium. Une compagnie en décroissance qui est pas rentable, tu sais, sa valeur, c'est potentiellement 0. Fait que j'avais vraiment peur d'un cycle comme ça. Fait que oui, j'étais stressé. Et là, ça a été à succès. L'histoire s'écrit au fur et à mesure qu'on avance. En pré-entrevue, Julien, tu me parlais que ta visée pour les mois à venir, c'est d'aller en bourse, donc de faire un IPO, un Initial Public Offering. Tu me corrigeras si je le dis pas correctement, mais parle-nous un petit peu de ça, Julien. Ah ben en fait, on fera probablement pas un IPO, ça va probablement être un direct listing. Je dis probablement parce que je veux dire, on n'est pas fermé, il existe plein de moyens, il existe plein de portes pour être en bourse. Nous, comme on a fait beaucoup de campagnes de sociofinancement capital, on a le nombre d'actionnaires requis et on est déjà requis de faire de présenter des états financiers vérifiés à chaque année, puis de les mettre sur SEDAR, qui est le portail là, pour les entités réglementées. Donc pour nous, c'est une option, ce qui serait pas une option d'une entreprise qui aurait pas le bon nombre d'actionnaires. Et souvent, là, ils vont utiliser soit ils appellent quand j'étais au journal des affaires, je connaissais le terme, là, des reverse takeover, RTO en français. Je sais qu'il y a un nom. Une prise de contrôle inversée. Oui. Tu vois? Je me souviens de mon temps au journal des affaires, on avait une correctrice, puis il en passait pas des anglicismes. Donc, Tim Hortons et Burger King, comme ils ont fait, là. Donc, voilà. Non, mais même Good Food, admettons, est entré en bourse. Fait que, tu sais, en fait, les petites compagnies vont rarement via des IPO ou des appels publics à l'épargne parce que ça coûte très cher. Donc, nous, on se dirige vers un direct listing, mais fait que c'est ça sur quoi on travaille. Je dirais que c'est quand même complexe parce que on est une petite structure. Donc, dans ce processus-là, il faut que ça nous coûte beaucoup moins cher qu'une plus grosse structure parce qu'on peut pas se permettre de dépenser 2 millions de dollars, ce qui est pas un gros montant pour aller en bourse. Mais quand tu une structure de notre taille, ben il va falloir, il y a quand même du travail de ce côté-là. Et ensuite, on est dans un environnement qui est instable où les valorisations de FinTech ont quand même diminué, mais sont quand même plus élevées que d'autres industries. Donc, on a cette chance-là. Donc, beaucoup d'anxiété et de difficultés en perspective. Cela dit, dans ma carrière, une des choses que j'ai remarqué, c'est que de faire l'inverse de ce que tout le monde fait est souvent payant, parce que notamment, si j'étais entré en bourse justement en 2020 quand il y avait toutes les entrées en bourse, c'était avec beaucoup de frénésie puis de valorisation exagérée. Ben là, on aurait été le joueur un peu insignifiant et personne n'aurait parlé de nous.
et potentiellement j'aurais moins d'intérêt tant de la communauté d'investissement que des investisseurs de détail. Là, on va faire un move où il y a presque personne. Tu sais, on est en tempête. Tu sais, c'est comme si on prend notre petit bateau de pêche puis on sort durant une tempête. La beauté de faire ça, c'est que ça permet d'être très, très visible et de travailler avec tout le monde, parce qu'en fait, il y en a très, très peu de ce type de transactions-là ces temps-ci. Et je pense que ça va nous servir. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en étant en bourse, ça nous donne accès à du capital pour faire des acquisitions. Donc, on peut, oui, on peut faire des émissions d'actions pour financer des acquisitions en cash, mais on peut aussi faire des acquisitions en offrant, dans le fond, notre action en échange d'entreprise. Et donc, ça va nous donner plus de cordes à notre arc dans un environnement où les taux d'intérêt sont plus élevés, où il y a beaucoup moins d'intérêt pour le risque du côté des prêteurs. Donc, je pense que ça va bien nous positionner pour notre prochaine phase de croissance, même si, encore une fois, mais je pense que c'est la même chose avec l'equity crowdfunding. Tout le monde m'a dit, c'est une nouvelle affaire, personne fait ça. Fait que puis je le fais pas pour contredire personne, mais pour nous, je pense que ça a du sens. Je pense pas que je recommanderais à beaucoup de compagnies de 10 employés d'aller en bourse. Et j'ai l'impression que le fait que tu l'aies fait, puis qu'il y ait d'autres gens qui ont suivi par après, vous êtes probablement dans ceux qui ont réussi à faire bouger un petit peu les règles justement du jeu. Tu parlais entre autres en 2019, au niveau fiscal, ça a commencé à changer. J'ai l'impression le fait que vous étiez présent sur la scène médiatique et à succès par rapport à ça, vous avez peut-être fait bouger certaines choses pour que ça soit plus efficace ou logique pour les prochains qui vous suivent. Là. J'aurais pas la prétention de dire que je suis au centre. Tu sais, je pense que c'est les plateformes comme FrontFunder, tu sais, qui ont fait des pressions parce qu'effectivement la réglementation a changé pour le mieux. Je veux dire, on a joué. Je veux dire, on est un des plus gros succès sur FrontFunder, fait que tu sais, on a contribué un peu à leur succès, mais je veux dire, ils ont quand même levé beaucoup plus que nous à travers leur campagne. Fait que on a peut-être mis notre petit morceau à l'édifice, mais je pense que aussi l'enjeu, c'était pas tant réglementaire qu'un enjeu de perception, parce que c'était une nouvelle affaire que personne connaissait, le sociofinancement capital. Tu sais, si on regarde en Angleterre, qui est l'endroit où c'est le plus mature, c'est très très commun en fait. C'était un moyen de financement comme connu, respecté. Il y a des équipes de football qui ont été rachetées avec du equity crowdfunding. Donc du côté de l'Angleterre, c'est reconnu, et c'est ça, je pense, qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les investisseurs, après notre première ronde, les gens nous regardaient comme si on était des extraterrestres, et aujourd'hui, c'est rendu. Je pense qu'on n'a pas atteint un stade où c'est très normal puis on sait c'est quoi, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui savent c'est quoi et que ça fait moins peur. C'est plus ça fait partie des moyens de financement là, comme quelqu'un qui aurait fait une ronde d'ange ou qui aurait eu du capital de capital de risque. Fait que je pense que ça s'est normalisé. On a peut-être eu un impact au Québec parce qu'on est probablement de loin la plus grosse compagnie là, qui utilise ça au Québec. Mais je veux pas je pense que c'est l'ensemble des compagnies qui ont fait du financement comme ça au courant des dernières années qui ont fait changer les perceptions. Très humble, Julien. Je vais te lancer les fleurs, moi, si jamais tu veux pas t'en lancer. Merci. Je pense que tu es un des leaders, tu parles du Québec, mais probablement au Canada aussi par rapport à ça, pour démocratiser cette voie-là, puis tu l'as fait à succès à plusieurs reprises, fait que bravo. Julien, en tant qu'entrepreneur, on a toujours des moments là où ce qu'on arrive le soir chez soi, on s'assoit dans le divan, là, puis on dit là, c'est fini, là, je suis plus capable, ou je pense qu'il y a pas d'avenir à amener ça dans la bonne direction. On en a tous même plusieurs moments en affaires. Là. Est-ce qu'il y a un moment que tu serais prêt à nous partager, de dire ça, là, ce moment-là, là, je pensais que c'était terminé, ou je pensais qu'il fallait que je lance la serviette? Là. OK, j'en ai j'ai le pire, là. Parce que j'en ai une couple de ces moments-là. Mais c'était... j'essaie de me rappeler l'année. C'était peut-être en 2019. C'était en 2019, ouais. Et on faisait une ronde. En plus, cette ronde-là, c'est la ronde où on a levé le plus d'argent. Non, je pense que c'était à l'hiver, fait qu'on était en 2020, je pense que c'était peut-être janvier 2020, quelque chose comme ça. On était dans notre ronde on a fini par lever 1,4 million, 1,3 quelque chose. Donc c'était notre plus grosse ronde, mais en fait, on était au milieu de la campagne, puis en général, les gens, il y a le début de la campagne et la fin de la campagne, puis entre les deux, il y a rien. Mais ça avait beaucoup inquiété, puis je pense que j'ai fait des erreurs aussi personnellement parce que j'étais stressé, et puis j'ai appris de cette erreur-là. J'ai expliqué au monde à quel point c'était
Puis, tu sais, je voulais de l'aide de mon équipe, mais je pense que plutôt que les motiver, je les ai stressés. Fait que ça, j'ai fait une grosse erreur à ce niveau-là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu à peu près la moitié de la compagnie qui a démissionné en même temps. Donc, j'ai le CFO à l'époque qui a démissionné. Wow. Puis il m'a dit, écoute, ça marchera pas, on n'aura pas assez de financement, il faut que tu mettes la compagnie en faillite. Puis en tout cas, pour moi, ça avait pas vraiment de sens. Fait que même si, en fait, il a démissionné en disant, ben si tu veux que je t'aide à mettre la compagnie en faillite, je reste, mais sinon je m'en vais. Mon Dieu. Fait que ok. Puis je pense que deux jours plus tard, j'ai eu mon directeur produit puis un des développeurs, qui n'était pas le CTO. Heureusement, je peux faire mon CTO, mais c'était quasiment la moitié des employés à l'époque. Donc, et on était en plus dans le creux de la campagne où c'était pas clair qu'on aurait levé les fonds nécessaires. Fait que je te dirais que c'est le moment où j'étais le plus, tu sais, autant ça avait pas de sens cette idée-là de mettre la compagnie en faillite, mais là je me retrouvais plus de CFO, plus de directeur produit, plus grand chose, et en plus j'avais une campagne qui semblait pas fonctionner tant que ça de financement. Donc ça c'était, puis en fait ça a eu comme un peu un effet inverse. C'est peut-être, je pense que c'est pour ça que je suis entrepreneur. Comme c'était vraiment le pire. C'est sûr que c'était comme un gros choc. Là, j'avais envie de pleurer. Là. Puis ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, bon, tu sais, il reste, je sais pas là combien de jours il restait à la ronde de financement. Il reste peut-être un mois ou quelque chose comme ça. Puis je me suis dit, ok, tu sais, peut-être que c'est la fin. De cette entreprise-là. Mais, tu sais, j'ai travaillé comme un fou, j'y crois encore, même si j'ai des maudits gros signes qu'il y a des choses qui vont pas bien. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, je vais essayer de lever l'argent, puis parce que j'y crois encore, puis si ça marche pas, ben, on fermera la compagnie. Puis j'ai arrêté de penser, tu sais, j'ai une couple de jours déprimés. Puis après ça, je me suis juste mis à comme tu sais travailler. Puis ça c'est pas bon là. Mais genre presque 24 heures sur 24 pendant longtemps. Puis finalement, ben ça c'est vraiment. Puis ça c'était pas longtemps après avoir fait aussi. Je pense que il y avait on venait juste de faire le virage. On était en 2020, c'est à peu près autant. Je pense qu'on avait déjà fait ce virage-là vers le référencement client. Puis il y avait des gens qui avaient pas aimé ça aussi. Puis en même temps, je pense qu'il y avait une peur que l'entreprise aille pas dans la bonne direction. Fait que finalement, tu sais, c'était le début de la croissance puis de l'atteinte du product market fit. Mais à ce moment-là, c'est clair que tu sais, il y a beaucoup de gens qui auraient fermé les livres, puis parce qu'on n'avait pas de résultat, on venait juste de commencer à dire ok, ben on va faire, on change la stratégie, on va aller signer des partenariats, il y avait rien de signé. Fait que ça c'était le pire. C'est vraiment touchant, Julien, puis impressionnant ton parcours, puis merci pour partager avec l'auditoire. Mais je recommande à personne de travailler 24 heures sur 24 parce que ça brûle le cerveau, puis c'est dangereux. Effectivement, mais je pense que c'est une force que beaucoup d'entrepreneurs ont quand on tombe dans un creux, dans un gouffre comme peut-être celui-là, qu'on pense qu'il n'y a pas d'issue. On tombe un peu en ce que j'appelle le safe mode, là, qu'on tombe en mode sans échec, dans le sens qu'on se met à travailler, puis d'essayer de focusser sur quelque chose, puis de tomber un peu en mode sauveur, héros. Il y a un peu d'adrénaline qui embarque là-dessus, puis on se dit on va y arriver. Et jasais un peu avec notre gang au bureau dernièrement. On a des gens maintenant un peu plus d'opération. Moi, je suis plus le gars qui veut prendre du risque puis qui est mode entrepreneur. Je pense que la force d'un CEO, d'un président ou quelqu'un qui se lance en affaires, c'est d'être un éternel optimiste. Puis dans ce genre de cas-là, même si on est dans le fond du baril, là, on se dit il y a quelque chose, on est capable, mais on a envie de pleurer, on a envie de s'isoler à la maison, mais souvent on retombe en mode ok, bon regarde, on va tomber la tête première, puis on va mettre le nombre d'heures qu'il faut, puis on va avancer. Puis je pense que c'est un peu ça. C'est un peu la force, tu sais, d'être derrière. C'est un peu comme un chat, tu sais, qui est dans une ruelle, puis il n'y a pas d'issue. Fait que ça finalement, ça m'a donné de l'énergie. Puis tu sais, c'est parce que j'ai réfléchi. Est-ce que je devrais, tu sais, arrêter ça? Tu sais, j'ai réfléchi à toutes ces options-là. Mais il semblait que, tu sais, ce pivot-là
j'avais l'impression qu'il y avait du potentiel. Encore une fois, ça prend un peu de foi. Et je me disais, tu sais, tout ce qu'on a bâti nous met dans une bonne position parce que oui, c'était quelque chose de nouveau, mais ça faisait quand même quelques années, tu sais, qu'on avait bâti. On avait, à ce moment-là, on avait à peu près 20 000 de trafic par mois. C'est pas beaucoup, mais c'est une belle base. Tu sais, c'est sûr, si tu pars de zéro, puis t'as pas de site Internet, puis t'as pas de technologie, tu sais, puis on voyait que cette technologie-là nous permettrait de faire des recommandations produits. Je pense que fait que, je trouvais ça, fait que, tu sais, je me suis dit, est-ce que ça a du sens? Est-ce que j'ai des actifs qui me permettent de réaliser du rendement pour les actionnaires? Parce que c'était un peu ça aussi, c'était, tu sais, est-ce que je continue à lever de l'argent si je pense pas que je peux générer un rendement pour mes actionnaires? Puis une fois que, tu sais, j'ai fini d'être triste, peut-être 2-3 jours, quelque chose comme ça, ben là, je me suis dit, OK, tu sais, je vais pousser parce que je vais le regretter. C'est ça, je me suis dit, si je baisse les bras, je vais toujours me poser, toute ma vie, je vais me dire, hey, si j'avais poussé comme un fou, qu'est-ce qui serait passé? Puis finalement, c'était une bonne réflexion parce que c'était comme le début des choses qui commencent à tout le temps fonctionner. Ah, c'est intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Le succès souvent d'une idée technologique qu'on amène en produit, c'est la partie commercialisation. Tu as acquis beaucoup d'expérience dans les dernières années. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi-même au niveau commercialisation si tu avais à te parler à toi-même il y a 4-5 ans pour essayer de faire les choses différemment? Est-ce qu'il y a des canaux de commercialisation que tu pousserais plus? Est-ce qu'il y a des choses que tu essaierais plus loin? Parle-nous un petit peu de ça. C'est sûr que, tu sais, je savais pas où est-ce que le modèle d'affaires s'en allait, mais c'est clair que si j'avais un conseil à me donner, puis tu sais, quand on est un entrepreneur, comme tu dis, on est un éternel enthousiaste, puis on pense beaucoup à court terme, parce que souvent on n'a pas de capitaux à long terme de toute façon. Donc j'ai souvent fait ce choix-là dans les premières années d'entreprise de dire, tu sais, je vais privilégier les ads puis les médias sociaux au détriment du SEO puis des stratégies de contenu. Pourquoi? Pas parce que je croyais pas au SEO puis aux stratégies de contenu, mais c'est parce que c'est des stratégies qui prennent 6 mois, 1 an à fonctionner et t'as même pas de cash flow pour 6 mois, 1 an. Donc, j'étais tout le temps en me disant, tu sais, je le ferai un jour, mais, tu sais, quand on faisait, tu sais, du marketing, tu sais, on visait vraiment plus les médias sociaux au niveau du contenu. Donc, c'est des contenus peut-être moins longs, avec des titres plus attrayants. Et ultimement, c'était une erreur. Si j'avais à revenir dans le temps, j'aurais dû toujours essayer de faire des guides définitifs puis des super ressources en ligne plus coûteuses, plus longues à faire et qui génèrent moins de trafic à court terme. Mais finalement, puis justement, depuis qu'on a fait notre niveau, on faisait déjà du contenu, mais là, on a commencé à faire du contenu en faisant vraiment une analyse de ce que les gens cherchent sur Google, en faisant une analyse concurrentielle, puis vraiment en essayant de ranker sur les premières positions sur Google. Et ça donne un trafic récurrent. Fait que c'est clair qu'on serait rendu beaucoup plus loin aujourd'hui si on avait investi plus en SEO. Cela dit, je pense pas que c'est le cas pour toutes les entreprises. Pour nous, ça a énormément de sens, surtout en finance personnelle. Les gens se posent des questions, vont beaucoup sur Google pour poser des questions. Peut-être que pour une compagnie de voyage, je pense que tu peux faire du bon SEO en voyage, là, pour être honnête, mais c'est peut-être pas vrai pour toutes les compagnies, mais pour nous, c'est clair que puis on était en finance personnelle depuis le début, fait que je regrette de pas avoir investi plus dans le contenu puis le SEO. Puis en plus, c'est ironique parce que, comme on disait au début, je suis un ancien journaliste, j'avais l'expertise pour faire du contenu, puis j'ai commencé à utiliser sérieusement cette expertise-là plus en 2020 plutôt qu'en 2017. Fait que je dirais que c'est un de mes regrets. Est-ce que je me trompe si la première réflexion dans ton industrie a peut-être été, il y a des grandes banques, c'est un oligopole, ils ont de l'argent pratiquement à l'infini là, avec les milliards de profits qu'ils font. Ils ont probablement déjà pensé à ça, puis ils produisent du contenu en quantité qui fait que on a probablement beaucoup de friction pour se rendre à du contenu à succès qui va être récurrent. Ça a probablement été le premier réflexe. Mais je pense que la réalité était autre chose. T'as exactement résumé parce que tu sais, j'avais déjà été travailler pour un fonds qui investit en fintech, puis l'idée c'est ça, c'est que t'as des immenses départements de marketing, des compagnies d'assurance, des compagnies des banques, etc. Et c'est tellement concurrentiel que c'était tu sais, tout ce qui est Google Ads, tout ce qui est search, il y a pas vraiment d'opportunité, tu sais, il y a des plein de gens qui ont fait leur devoir. Puis la réalité c'est pas ça. Une des choses c'est que en fait quand on fait du SEO dans notre créneau, nos concurrents, c'est plus les Rate Hub, donc nos concurrents directs, que les banques. Pourtant, Rate Hub a beaucoup moins, ou n'importe quel de nos concurrents, incluant nous, on a, même tous
tous les joueurs qui font du référencement client financier ensemble, sont probablement plus petits que le département marketing de RBC. Mais pourtant, on attire beaucoup plus de trafic. Pourquoi? Parce que RBC, bon, là je dis RBC, mais j'aurais pu dire Desjardins ou n'importe quelle grande institution financière. Ils sont assujettis à beaucoup de réglementations en matière de la manière qu'ils présentent leurs produits financiers, etc. Parce que c'est normal, là, ils créent ou ils vendent des produits financiers, donc ils sont réglementés. Donc, il y a beaucoup d'avocats qui viennent ralentir les équipes de contenu. Ils vont jamais parler de leurs concurrents. Ça, je sais pas pourquoi. C'est peut-être encore les avocats qui disent. Je pense qu'il n'y a pas de loi qui les empêche. Mais l'idée, les gens veulent savoir, s'ils cherchent une assurance vie, ils cherchent pas juste une assurance vie de chez Beneva là, ou Desjardins, ils cherchent le meilleur produit pour eux. Fait que de pouvoir parler dans le même article de plusieurs joueurs, c'est vraiment une force. Fait que puis je te dirais aussi, je pense que en tant que compagnie entrepreneuriale, t'as toujours je suis encore très impliqué dans la stratégie de contenu. J'ai une rédactrice en chef, on a des rédacteurs à temps plein et puis tout un réseau de traducteurs puis de rédacteurs pigistes. Mais je suis encore très impliqué. Puis je suis sûr que ça me tient plus à cœur que le directeur du SEO de Banque Nationale. Je suis sûr qu'il est super compétent et super bon. Mais peut-être qu'il se réveille pas à 3h du matin avec une idée de mots-clés qui ouvre son ordinateur. Parce que, c'est ça. Moi, le défi est de taille, puis en fait, je sous-estimais en fait la capacité, d'une start-up, puis l'avantage de la flexibilité. Moi, je me disais, si t'as des équipes aussi grandes, comme ils ont tout ratissé, ils ont tout évalué, puis ils ont tout fait ce qui était possible. Puis la réalité, c'est pas ça. Puis c'est vrai, c'est sûr que être un entrepreneur, t'as comme un avantage, c'est ton obsession. Puis je regarde dans notre créneau, c'est souvent les compagnies entrepreneuriales, qui ont beaucoup de succès, puis même s'ils n'ont pas forcément les ressources pour avoir le succès. Parce qu'il manque dans les grandes organisations, je pense, comme tu dis, la passion, le cœur, puis la connaissance vraiment du client final. Il y a trop de strates probablement dans leur staff pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe au bout de la ligne, qu'est-ce que le client cherche. Mais vraiment intéressant. Julien, est-ce que tu as des livres à partager à l'auditoire qui pourraient être intéressants là, pour aider les gens à développer leur idée technologique à un produit à succès? C'est une bonne question parce que tu dis, des livres sur le produit, mais là, ça serait les classiques, là, Lean Startup. C'est sûr que quelqu'un qui fait un produit technologique qui veut lire Lean Startup. Ou sinon, Lean Analytics, qui est comme le compagnon, qui était écrit par deux Montréalais. Qui est dans la série là, Lean, qui est donc officiellement un livre Lean. Donc ça, c'est le classique. C'est pas un livre, je veux dire, ça se lit bien, ça explique les erreurs du fondateur, qui je pense qu'il est parti avec des avatars en ligne, puis en tout cas, il a fait plein de pivots, mais vraiment, plutôt que juste y aller avec de l'intuition puis du raisonnement, c'était faisons des tests, un peu comme des scientifiques le feraient, et écoutons les datas. C'est plus facile à dire qu'à faire dans la réalité, parce que j'ai lu Lean, puis j'ai eu beaucoup de mal à mettre, parce qu'il faut que ça soit statistiquement significatif. Donc, au début, en fait, c'est très difficile. Fait que je trouve que il y a un mauvais message autour de ça, c'est important, mais si tu te mets à écouter des données qui sont pas significatifs, puis il en parle dans le livre, là. C'est pas comme si il mentait au monde. C'est juste que dans le cadre d'une start-up, souvent c'est difficile de faire ces tests-là, mais c'est très important. Puis je pense qu'il y a d'autres moyens, c'est aussi d'appeler carrément les utilisateurs. Puis ça, je pense que c'est le Startup Owner Manual de Steve Blank, qui est un peu le prédécesseur de Lean Startup. Puis lui, il parle moins d'analyse de données puis de A/B test, puis il parle plus de parler aux consommateurs. Fait que je pense que c'est deux livres qui sont complémentaires. Si tu parles de c'est quoi bâtir une startup, c'est un livre que je trouve un peu plate à lire puis pas si bien écrit, mais ça prouve que Ben Horowitz l'a écrit. C'est The Hard Things About Hard Things. Je sais pas si tu l'as lu, Jonathan. J'en entends beaucoup parler dernièrement. J'ai JC, qui est notre CEO de Berrycast, qui il nous parle très souvent de ce livre-là dernièrement. Là. Fait que c'est ça, mais tu le vois que c'est pas un rédacteur ou un écrivain qui l'écrit. Je trouve qu'il est un peu sur le plan de la forme, mais sur le fond, ben t'as quand même un entrepreneur puis une légende du capital de risque aujourd'hui là, qui raconte, je pense l'époque de Netscape, puis après ça, il était impliqué dans plusieurs compagnies avec tous les problèmes qui ont l'air horribles en fait pour les gens qui sont pas entrepreneurs, mais si t'es entrepreneur, t'es comme ça c'est comme la réalité de bâtir une business. Donc c'est pour ça qu'il appelle ça The Hard Things About
About Hard Things, ben il parle de justement tous les enjeux qu'il a vécu. Fait que je pense que c'est un bon livre pour sinon un autre livre qui est peut-être moins concret puis moins start-up, mais Good to Great de Jim Collins, sur qu'est-ce qui fait, puis là qu'est-ce qui fait en sorte que des compagnies, là, lui il étudie plus des blue chips, donc des grandes compagnies, et qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi. Fait que je dirais que c'est plus de l'inspiration, c'est moins à quel point ils ont quand même une start-up très différente d'IBM, là, mettons. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment je me démarque dans le marché, parce que c'est une chose de penser à ton cash flow, puis de pousser, puis d'essayer d'augmenter tes ventes, mais comment la question de comment un Bacon se démarque par rapport à Google dans l'industrie des services financiers, même si Google, c'est probablement, je veux dire, on annonce, là, mais je pense pas qu'ils savent qu'on existe vraiment. Mais c'est des bonnes questions quand même à se poser. Comment on se démarque, comment on fait, pourquoi un Bacon existe dans 50 ans. Je pense que c'est des bonnes questions à se poser. Ensuite, c'est moins concret que le day-to-day. Très intéressant. Merci, Julien. Très généreux de ton temps aujourd'hui. On aimerait ça retourner l'appareil. Est-ce que tu es à la recherche d'un contact en quelque part? Est-ce que tu as besoin de staff supplémentaire? J'imagine toujours des clients de plus. Est-ce que tu as une petite annonce pour notre auditoire aujourd'hui là, qu'on pourrait potentiellement là, dans la communauté t'aider? Là? Ah ben écoute, on est en train de rechercher un CFO. On n'avait pas recréé le poste donc depuis que le dernier était parti. Donc présentement on cherche un CFO qui peut nous amener en bourse. On est quand même avancé dans le processus, mais en tout cas, c'est quand même compliqué comme à trouver quelqu'un. Fait que c'est quelqu'un qui écoute ça puis qui est qualifié, il peut m'écrire. Sinon, ben j'invite toute ton audience si ils ont besoin d'ouvrir un compte de banque, une hypothèque ou quoi que ce soit, de venir chez Bacon pendant qu'on va trouver les meilleurs prix. Puis en plus, ils peuvent utiliser l'app pour assainir leurs finances personnelles. Disponible sur le Play Store, sur le App Store d'iOS, directement en ligne également aussi, j'imagine. Là. Exactement, on est rendu avec l'app web Google, Android, donc ils ont le choix de où ils veulent l'utiliser. Fantastique. Et je pense que tu es bien accessible via LinkedIn si les gens veulent te rejoindre, t'envoyer des candidatures de CFO ou des contacts. Donc, ou sinon julien@bacon.com, là, c'est fantastique, on est accessible. Merci encore une fois, Julien, pour ton généreux partage, ton temps vraiment, vraiment intéressant. On va te lancer également des invitations à venir nous rejoindre de temps à autre pour des sujets spécifiques. Je pense que tu as vraiment un beau parcours, une belle expérience. Puis ça va être bien plaisant de continuer à te suivre dans ton succès dans les prochains mois, prochaines années. On t'en souhaite beaucoup, beaucoup de succès devant toi. Fait que merci beaucoup encore, Julien. Puis à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. Wow, quel témoignage touchant de Julien Brault. Vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un que j'apprécie et que je vous invite à suivre sur les médias sociaux. Vraiment quelqu'un qui est toujours là et acharné au-delà de l'adversité là, qu'il a eu dans son produit. C'est certain que ça va être moi je suis convaincu que ça va être un des plus grands entrepreneurs du Québec là, dans les prochaines années à venir. Et comme je disais, je lui souhaite énormément de succès. Donc voilà, merci d'être à l'écoute avec nous à chaque semaine. N'hésitez pas à nous envoyer des idées de sujets ou d'invités directement via LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé et n'oubliez pas de vous abonner aux alertes de votre plateforme de balado préférée pour être notifié à chaque semaine des nouveaux épisodes. Merci d'être avec nous et à bientôt.